Bonsoir à tous, c'est le grand rendez-vous. Merci d'y être et de suivre les trois plateaux, oui, de ce grand rendez-vous, suivi bien évidemment du journal à 19h45, sans oublier l'actu web. D'abord, la météo. Vous êtes sur le grand rendez-vous. Retenez déjà que la jacinthe d'eau, c'est une espèce végétale que vous voyez recouvrir nos plans d'eau ici au Bénin, même dans beaucoup de pays africains. Aujourd'hui, cette espèce végétale est devenue une ressource et se retrouve d'ailleurs même au cœur de plusieurs activités de revenus de bon nombre de Béninois. Nature et Bien-être va vous présenter les bienfaits de la jacinthe d'eau. Ce soir, vous êtes jeune, vous voulez créer une entreprise ou vous l'avez déjà créée et vous voulez tout simplement la développer davantage. L'expert de ce grand rendez-vous vous offre les clés pour réussir dans ce domaine. Oui, les clés pour réussir rassemblées bien évidemment dans cet ouvrage que nous allons vous présenter dans un instant. L'auteur est l'expert de ce grand rendez-vous. Alors, l'État béninois reste le premier investisseur dans le domaine de la culture au Bénin et dans le même temps, les acteurs ne ressentent vraiment pas les résultats de ces investissements depuis le fonds d'aide à la culture jusqu'au fonds des arts et de la culture aujourd'hui. Comment rendre efficace alors ce fonds? Réponse, je dirais, proposition de réponse de Pacom Alomakwe sur Horizon Culture ce soir. Le grand rendez-vous, vous le savez, c'est également le journal et nous allons suivre celui de Ulvaeus Balogun ce soir, déjà en place. Bonsoir Ulvaeus. Bonsoir Hachem Gaba. On vous retrouve tout à l'heure à 19h45 avec quel menu déjà? Eh bien, ce soir, dans l'actualité, nous allons parler mode avec le port de deux pagnes qui n'est plus d'actualité chez les femmes. Même celles mariées pour qui c'était un signe de distinction et d'élégance ont abandonné cette pratique. Et comme vous, dans le grand rendez-vous, nous allons également édifier les jeunes porteurs de projets de création d'entreprise. Les étapes indispensables à suivre pour créer son entreprise afin de lui donner une visibilité et une existence légale. Enfin, la Gambie est fortement impliquée dans la dynamique Agir qui vise à éradiquer la faim à l'horizon 2030. Les résultats dans le secteur de l'agriculture et de l'alimentation sont encourageants. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce soir. Merci beaucoup à vous, Ulvaeus Balogun. Avant de vous retrouver à 19h45, nous allons inviter les téléspectateurs à traverser avec nous ces trois plateaux. Oui, les trois plateaux avant, bien sûr, le journal. Et on commence par Nature et Bien-être. Oui, comment tirer le meilleur de la jacinthe d'eau? C'est à cette question que nous allons répondre ce soir sur le grand rendez-vous et particulièrement sur Nature et Bien-être. Cécile Roundé pour juste illustrer le sujet à travers son reportage. Regardez.
La lagune de Porto Novo constitue avec le lac Nokwe les plus importants plans d'eau de la bande côtière du Bénin. Les 3 villes principales du pays, Cotonou, Abomey-Calavi et Porto Novo, en sont grandement dépendantes. Vu du ciel, l'endroit est paradisiaque. Les pêcheurs y ont de tout temps trouvé leur subsistance et le lac est considéré comme le garde-manger de la région. Mais cela, c'était avant que la jacinthe d'eau, introduite en Afrique en 1890 pour décorer les étangs, n'y prenne ses quartiers et n'y prospère, transformant la vie des riverains en véritable enfer. Rissima Djidonou, commerçante, gagne sa vie en revendant le poisson pêché dans la lagune. Acheter du poisson et le revendre sur l'autre rive n'a jamais été aussi difficile pour elle. Même complainte du côté des pêcheurs. La jacinthe d'eau là, ça nous empêche trop à faire notre pêche. Mais on ne sait pas le moyen qu'on peut faire pour lutter contre ça. Les piroguiers qui naviguent chaque jour sur le lac ne sont pas en reste. Mais malgré la nuisance environnementale créée par la jacinthe d'eau, certaines personnes, certains organismes et associations ont eu l'ingénieuse idée de la mettre en valeur. À Soava, dans la région lacustre, Forla Mouftaou et David Nyolonfon ont mis sur pied une start-up, Greenkeeper Africa Bénin, pour valoriser la jacinthe. D'abord, c'est la lutte contre la jacinthe d'eau. Donc on a tout déployé sur le terrain, donc dans les zones lacustres, une capacité de lutte, donc par ramassage des plantes de jacinthe d'eau. Aujourd'hui, environ 700 collecteurs travaillent sur base de contrat avec notre entreprise. Les femmes y ont trouvé un autre dérivé. Elles transforment la plante en objet du quotidien. Paniers, chasse-mouches et autres chapeaux sont tressés à partir de fibres provenant de la jacinthe. Aussi belle que nocive, aussi nocive qu'utile. Le paradoxe est là. Aujourd'hui, même le secteur de la pêche n'y voit plus seulement une plante invasive et nuisible, et ce, depuis qu'ils ont découvert que les racines de la plante servent de zone de frais. Oui, jacinthe décriée, jacinthe appréciée et aimée désormais, on peut le dire ainsi, Henri Toti. Bien sûr, la jacinthe, autant jadis, était une plante vraiment appréciée, mais à un certain moment, c'est devenu, disons, tout un calvaire pour les communautés lacustres, oui, notamment tous ceux qui sont dans la zone humide du Bénin. Et voilà, et ceci est dû surtout à la capacité très rapide de reproduction de cette plante. Et aujourd'hui, si la science l'a même démontré, si vous avez 10 plants de jacinthe, ça peut déjà en un an produire 655 330 plants de jacinthe en moins d'un an. 330, waouh! Wow. Même de façon précise, 10 plants. Donc, en moyenne, un seul plant de jacinthe peut donner en moins de 8 mois 65 330 plants. Wow. Alors, ça veut dire qu'avec la jacinthe qui est aimée, appréciée aujourd'hui et qui est à la base de plusieurs activités productrices de revenus, aujourd'hui, on peut dire que ça veut dire que ce sont des milliards que nous avons sur le NAC. Ah mais oui, c'est pourquoi au sein de notre organisation Jevève, oui, on ne parle même plus de la jacinthe, on a oublié cette expression, on parle de l'or vert. L'or vert? Oui, c'est de l'or vert, carrément, au sein de Jevève. Voilà, du moment où la matière première, elle est pérenne dans la nature. Voit déjà l'allure de multiplication de cette espèce végétale. Et de plus, avec la jacinthe, il y a autour de cette jacinthe une dizaine de merveilles. Ça, c'est au sein de Jevève. Il y a d'autres structures, par exemple Greenkeeper, qui mènent aussi des innovations autour de la même espèce. Au sein de Jevève, par exemple, nous produisons du compost, un compost qu'on appelle compost magique.
Magique du moment où, quand on transforme cette jacinthe, nous avons un fertilisant qui est en même temps et qui apporte en même temps des éléments nutritifs au plant et qui constitue en même temps une protection pour le même plant. Donc, ça a un effet pluriactif. Alors, attendez, expliquez un peu de façon terre à terre à nos téléspectateurs. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Vous produisez, vous transformez la jacinthe en compost. Bien sûr que oui. Alors, cette compost-là joue 2 rôles, vous avez dit. Ça joue 2 rôles. Alors, le premier, c'est quoi déjà? Le premier, ça apporte les oligo-éléments nutritifs au plant. Au plant, d'accord. Le deuxième, ça protège le plant contre les ravageurs. Donc, ça joue un effet insectifuge. Pas du moment où nous sommes des écologistes, nous ne voulons pas tuer en quelque sorte les micro-organismes qui sont dans la nature. Oui. Donc, juste, ça chasse les insectes. Donc, c'est un alliage de plants verts avec la jacinthe qui permet d'obtenir ce composé-là. Voilà, c'est pourquoi on parle de compost magique. Un compost magique fait à base de la jacinthe d'eau. Voilà. Aujourd'hui, nous avons évolué. Avec le compost magique, on a eu près d'une dizaine de prix, je le rappelle. Alors, ça veut dire qu'avec avec cette compost, on n'a plus besoin d'utiliser les pesticides chimiques. Pas du tout. Pour protéger nos plants, pour améliorer le rendement de nos cultures. Monsieur Gaba, c'est cette lutte que nous menons depuis plus de 10 ans déjà. Et parce qu'on s'est dit qu'il faudrait utiliser nos ressources pour transformer nos difficultés, c'est-à-dire pour éradiquer certaines difficultés que nous avons. Très bien. Les intrants chimiques agricoles que nous utilisons, je suis content aujourd'hui qu'on a réduit d'une manière ou d'une autre les subventions par rapport à l'achat de ces intrants chimiques agricoles. Mais la jacinthe d'eau, c'est une technique très archaïque qui n'a pas besoin de machines, de ressources matérielles ou quoi que ce soit avant de passer à la production. Donc pour produire, vous n'avez même pas besoin d'émettre encore beaucoup de fumée, beaucoup de gaz, non, pas du tout. Beaucoup d'énergie. Pas d'énergie. Et du coup, vous voyez, la matière première est dans la nature, elle est là, elle est gratuite. Vous irez chercher, vous n'avez pas besoin de technologie avant de le transformer et vous n'avez même pas besoin de lire des notices pour le dosage. Donc, le paysan est libre d'utiliser son compost comme il veut. Donc, la jacinthe, c'est une matière précieuse. Et je suis très même content que même le président a vu l'importance de cette espèce-là parce que dans le PAG, il a été notifié et la transformation de la jacinthe au niveau du projet de la valorisation de la cité lacustre de Ganvier. Voilà. Donc, il y a une filière, il y aura une chaîne de valeurs jacinthes autour de cette valorisation-là. Donc, il y aura des jeunes entrepreneurs verts qui vont transformer peut-être la jacinthe en compost. Il y aura d'autres qui vont rentrer dans le domaine artisanal. Alors, que peut-on faire d'autre avec la jacinthe d'eau, à part donc, le compost dont vous nous avez parlé? Voilà, à part le compost, aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs verts de Jevève produisent des briquettes, des charbons verts à base de la jacinthe. Voilà, et actuellement, il y a près d'une vingtaine d'étudiants qui sont en formation sur le site de Jevève à Dangbo, dans la vallée de l'Ouémé. En dehors de ces 2 merveilles, il y a aussi le côté artisanal. On peut produire des sacs, des emballages biodégradables avec de la jacinthe. On en a vu dans ce reportage-là. Voilà. Ce sont des activités qu'on devrait encourager. Au Bénin parce que déjà un entrepreneur vert qui s'engage dans ce sens, il est sûr de faire des bénéfices. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de chômage, moi, je ne suis pas trop d'accord. Parce qu'ils produisent de petits paniers, on voit de l'éventail, même les chapeaux. Les chapeaux, bien sûr. Mais il y a des chapeaux et loin de tout ça, vous allez voir même des jacinthes faites pour protéger des bouteilles. Voilà, tel qu'on aime un peu notre alcool ici. C'est précieux, c'est très précieux la bouteille de l'alcool. Donc, du coup, on essaie de protéger aussi quelquefois. Voilà. Donc, à part l'artisanat, dans le domaine de l'artisanat où on produit ces produits, il y a quelle autre utilisation il y a l'énergie durable, on peut produire du biogaz. Vous avez des briquettes et autres? Oui, en dehors des briquettes, on peut faire du biogaz avec la jacinthe. Donc, ça veut dire que déjà, on peut rendre autonome toutes ces communautés, c'est-à-dire Ganvier, Soava, Kessounou, Veki, voilà. Des Kamens peuvent avoir leur énergie vraiment autonome juste en utilisant de la jacinthe d'eau.
Donc, il suffit juste de ramasser. Oui, de faire la collecte, de faire la collecte. Et en le faisant, nous sommes en train de sauver des milliers d'âmes. Parce que la jacinthe crée d'énormes problèmes. D'abord, ça empêche les activités quotidiennes, puisque les pêcheurs n'ont plus d'espace pour mener les activités. Et en dehors de ça, le circuit fluvial est encombré et ils ont toute une difficulté. Si tu dois parcourir 500 mètres en 30 minutes, tu es obligé de faire 2 heures pour parcourir et ça crée des décès. Parce qu'on suppose, hein, on ne le souhaite pas, s'il y a une anémie, un cas d'anémie la nuit, avec toutes ces jacinthes sur l'eau, vous avez toutes les difficultés du monde. Parce que, oui, parce que ça fait des tas de 2 mètres de tamis et pour arracher ces jacinthes la nuit, c'est très difficile. Et c'est un écosystème qui regorge encore des reptiles et autres, qui fait développer d'autres espèces. Donc, c'est important que nous prenions au sérieux cette ressource naturelle que nous avons. En matière de difficulté, est-ce que les espèces qui sont dans nos plans d'eau ne sont pas aussi menacées par la présence des... Bien sûr, les espèces sont menacées parce que, vous savez, au niveau de l'écosystème, il y a ce qu'on appelle le recyclage naturel de l'eau. Voilà. Quand la jacinthe couvre la surface de l'eau, ça empêche les rayons du soleil de pénétrer directement l'eau et aussi ça empêche l'oxygène de rentrer directement dans l'eau parce que ces espèces-là, ces micro-espèces aussi ont besoin de l'oxygène. Ils ont besoin aussi de la lumière, ils seront asphyxiés et du coup aussi, les micro-organismes n'auront pas le temps de bien se développer parce qu'ils ont besoin de toutes ces photosynthèses pour se développer. Donc ça crée beaucoup de dommages. C'est le contraire que nos communautés lacustres pensent. C'est-à-dire, ils se disent quand il y a la jacinthe, il y aura une floraison de poissons, tout ça là. Mais c'est tout à fait le contraire parce que ça empêche les frettins de bien évoluer. Voilà. Donc ça crée d'énormes problèmes. Donc il faut sortir, il faut débarrasser donc le fleuve Tsinondoko ou d'autres de ces jacinthes-là qui sont maintenant utilisées comme la matière première, comme matière première dans l'agriculture, dans l'artisanat, dans la production de l'énergie. Voilà. Donc, je pense qu'au niveau de cette activité, il y a d'autres merveilles, même au niveau de la thérapie et au niveau de la médecine traditionnelle, que nous sommes en train de travailler là-dessus parce que c'est un domaine très sensible. Il ne faut pas dire de n'importe quoi. Voilà. Donc, nous avons collecté des informations parce que, au fait, ces pratiques, c'est des pratiques endogènes qui ont été délaissées par l'évolution de la chimie, tout ça là. Donc, nous continuons toujours de collecter ces pratiques endogènes que nos parents utilisent dans la basse vallée. Et là, nous essayons au niveau des laboratoires de voir si effectivement ce sont des pratiques qu'on peut adopter à nos jours. Voilà. Et moi je dis, seul avec la promotion de la jacinthe, on peut déjà participer à la promotion de l'économie verte au Bénin. Et déjà augmenter le nombre d'entrepreneurs verts, de jeunes entrepreneurs verts au Bénin, parce que la matière première, elle est dans la nature, elle est gratuite. Merci beaucoup à vous, Henri Totin de l'ONG GVEV. Merci d'être venu sur ce plateau, nous fait part des merveilles de la jacinthe d'eau, décriée, mais aimée aujourd'hui. Vous savez, elle est la source de la création de plusieurs autres entreprises aujourd'hui au Bénin. Merci à vous et à très bientôt. Et parlant bien sûr de création d'entreprises, d'entrepreneuriat, nous allons vous offrir les clés avec l'aide de l'expert de ce grand rendez-vous. Alors, si vous êtes jeune, quel que soit votre âge aussi, hein, vous pouvez créer votre entreprise à n'importe quel âge. Oui, ça c'est vrai et je pense que l'expert va vous le confirmer dans un instant. Si vous êtes jeune, vous voulez créer bien sûr votre entreprise, vous l'avez déjà, hein, vous voulez la faire développer davantage, les clés sont ici. Sur ce grand rendez-vous pour vous avec l'aide de l'expert. Il s'appelle Théo, Ibrahima Théo Lam. Il est entrepreneur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation et de venir avec des clés pour nos téléspectateurs, pour nos jeunes qui veulent créer bien sûr leurs entreprises. Alors, parlons d'entreprendre. Entreprendre, les clés de la réussite. Le mot entreprendre pour plusieurs sous-entend écoutez, je me fais beaucoup d'argent, je vais gagner beaucoup d'argent, j'aurai de la fortune et tout le reste à travers donc cette activité que je veux mettre en place. Est-ce que ces gens-là ont raison de penser ainsi? D'abord, merci pour l'invitation. Si un jeune pense qu'il faut entreprendre pour être riche ou entreprendre pour gagner de l'argent, il peut oublier sa voie. L'entrepreneuriat, c'est détecter un besoin
pour lequel un jeune s'engage pour apporter une satisfaction réelle. Mais en apportant une satisfaction, on peut ne pas gagner tout de suite, mais on produit de la valeur. On apporte une solution par rapport à une problématique posée. Mais j'insiste encore sur le fait que des fois, sur certains projets, en apportant sa solution, on peut investir beaucoup d'argent, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, et que les fruits de ce que nous avons investi peuvent venir 10 ans après. Donc si c'est tout de suite pour gagner de l'argent, on peut oublier cette méthode. Mais 10 ans après, pendant ces 10 années, vous serez en train de manger quoi en tant qu'entrepreneur? Alors, c'est ça le réel problème. Le monde a démarré sur du néant. L'homme a atterri sur Terre suivant une relation spirituelle parce que je suis croyant. Okay. Mais une fois que l'homme est venu sur Terre, il a cherché les moyens de vivre. Il a cherché les moyens de créer. Il a cherché les moyens de stabiliser sa vie. Donc l'homme a trouvé un équilibre en fonction des ressources qui sont disponibles sur Terre. Faisons la même chose, c'est possible. C'est donc possible. Entreprendre en Afrique, les clés de la réussite. C'est le titre de votre ouvrage. Vous en avez sorti plusieurs, je sais. Mais pour me baser uniquement sur celui-ci, je pense que c'est rempli de témoignages, des témoignages à travers lesquels vous essayez donc d'éclairer la lanterne des jeunes entrepreneurs africains, ceux-là qui veulent vraiment créer leurs entreprises. Et là, j'ai vu des témoignages, je tombe sur le tout premier parcours d'entrepreneur, cas concret. Le tout premier, c'est celui de mademoiselle Bertie Kounou, qui est une béninoise dans un village du Bénin où le confort moderne reste un luxe. Je vais lire rapidement, avant de vous sortir la question que je veux poser. Les habitants font régulièrement le voyage jusqu'en ville pour avoir accès à l'électricité. Et face à cette situation, une jeune femme de 29 ans, mademoiselle Bertie Kounou, a eu l'idée de faire l'acquisition d'un panneau solaire afin de répondre à un réel besoin de la population, celui d'avoir à proximité immédiate un moyen de recharger les téléphones portables. Alors, je passe à un autre paragraphe. Son génie est d'avoir su faire preuve d'audace et de pertinence en transformant les contraintes de son environnement en facteur de réussite. C'est ça, entreprendre. Alors moi, déjà, je remercie l'ex-maire de Grand Popo, l'honorable député Benjamin Clotaire Ablou, qui m'a mis en contact avec cette jeune fille. J'ai été impressionné par son parcours entrepreneurial parce qu'elle s'est rendue compte qu'au niveau de son village, pour recharger les téléphones portables, on les ramasse le matin, on va les faire charger en ville, on les dépose au village à midi, l'après-midi, on fait le même tour pour des personnes qui ont besoin juste de charger leur téléphone portable. Elle a détecté un besoin, elle a investi avec ses maigres économies sur l'achat d'un panneau solaire et finalement, elle a réussi à apporter une satisfaction par rapport aux problématiques du village. C'est ça, entreprendre. Le fait d'analyser son environnement immédiat et d'investir ses propres moyens avec l'énergie qu'il faut et de réussir à éclore ses talents à partir de la création d'un produit ou d'un service. Alors, on peut donc conclure que la principale clé pour réussir en entrepreneuriat ou pour réussir à mettre en place son entreprise, c'est de rechercher le besoin de sa communauté. Exactement, mais en plus de ça, une fois qu'on a observé un besoin sur lequel je peux exploiter mes talents, il faut que moi-même que je me prépare. Par exemple, aujourd'hui, quelle école vous a appris à parler? Où est-ce qu'on vous a appris les techniques de prise de parole en public et pourtant vous le faites très bien. Vous vous êtes initié dans l'apprentissage de la prise de parole en public et maintenant vous êtes un talentueux journaliste. Dans tous les secteurs, ça se passe comme ça. La personne qui a créé les lunettes a réfléchi en un moment donné pour donner un confort par rapport à d'autres personnes qui en ont besoin et elle s'est concentrée dans la fabrication de lunettes. La personne qui a créé le téléphone portable, pareil. Donc toutes les créations qui ont eu lieu dans nos différentes communautés, ce sont des créations sur lesquelles les personnes se sont basées sur l'étude de l'environnement, ce dont les personnes ont besoin et on investit là-dessus. Maintenant, par contre, je vais insister sur un point. Oui. Mais imaginez le niveau de ressources dont nous disposons au niveau de l'Afrique. Regardez les plantes. Aujourd'hui, on a beaucoup de pharmaciens qui attendent que l'Europe produise des médicaments et ces mêmes médicaments permettent de répondre aux pathologies qui se présentent en Afrique. Or, la contradiction, elle est là. Nous avons des plantes sur lesquelles, si nous réfléchissons, nous pouvons élaborer nos propres processus de
de réponse par rapport aux médicaments. Vous donnez une clé aux pharmaciens, c'est ça? Mais bien sûr de que laboratoire surtout, et non ceux des officines. Mais imaginez le nombre d'Africains qui détiennent les savoir-faire techniques et les savoir-faire sur le plan social, sur le plan médical. Mais aujourd'hui, une seule plante peut guérir plusieurs maladies. Il suffit juste de se concentrer sur comment l'utiliser et juste faire de sorte que la plante soit reconnue et on y travaille. Et juste si on développe une plante pour un médicament, ça peut générer beaucoup de types d'entreprises parce qu'après avoir produit le médicament, on a besoin des entreprises qui vont travailler dans le packaging, au niveau de l'emballage, d'autres entreprises qui vont travailler dans la distribution, d'autres entreprises qui vont travailler dans le domaine commercial, ainsi de suite. Donc, si on fabrique une activité, par nos moyens, nous pouvons en créer d'autres. J'en suis convaincu. Oui, vous en êtes convaincu. Vous voulez essayer aussi de nous convaincre sur le fait que pour créer une entreprise, on n'a pas besoin de faire de longues études. C'est ce que vous avez dit et ça, vous l'avez matérialisé à travers cet exemple, ce cas concret, celui de Amadou Bakayoko, un jeune Malien qui est un mécanicien installé dans le sud du Mali. Dans sa prime jeunesse, il ne fut pas bon élève. C'est ce que vous avez écrit. Il s'absentait souvent des cours et ne travaillait suffisamment pas en classe. Alors, de la 6e au cours moyen, 2e année, il redoubla 3 fois à l'école primaire. Il se présenta tout de même 2 fois à l'examen du certificat d'études primaires, mais n'obtint pas le diplôme d'entrée au collège. Il demandait alors à ses parents l'autorisation d'arrêter l'école, car décidément, il ne se sentait pas fait pour cela. Son père finit par le confier aux bons soins d'un mécanicien du quartier. Monsieur Bakayoko travailla pendant plus de 10 ans chez son premier patron et ainsi de suite. Alors, comme leçon, vous avez dit son talent. Point d'interrogation, je continue. Malgré une formation scolaire très limitée, M. Bakayoko a su faire fructifier ce qu'il avait entre les mains, c'est-à-dire son savoir-faire. Il ne s'est donc pas focalisé sur ses manques, mais à valoriser ses acquis. Comment est-ce qu'on peut arriver à le faire aujourd'hui en Afrique? Comme quoi, pas besoin de longues études pour créer son entreprise, parce qu'il a son atelier aujourd'hui, Bakayoko. Exactement. Tout passe par l'audace. Je suis audacieux. Mais par contre, cette audace est adossée par moi ce que je veux, ma passion. Alors, regardez, je peux m'inspirer de 3 situations. Les personnes qui ont créé, en général, ont fait des profils sur le plan académique qui sont différents de ce qu'elles ont créé. Deuxièmement, il y a beaucoup de personnes qui ont été à l'école et qui travaillent dans d'autres secteurs d'activité. Et pourtant, elles ont des profils assez différents de ce qu'elles ont appris. Mais troisièmement, il y a beaucoup de femmes qui ont développé des talents, mais qu'on ne peut même pas imaginer en termes de savoir-faire, qui ne sont pas reconnus ces savoir-faire. Mais par contre, les femmes n'ont pas été à l'école pour apprendre tous ces savoir-faire. Je m'inspire de toutes ces situations, mais je me dis donc finalement, entreprendre n'est rien d'autre que quelqu'un qui est audacieux, mais tout en adossant à cette audace, le fait d'avoir une passion et vous vous concentrez dans ce que vous voulez. Et pour terminer par rapport à cette question, mais le jeune n'est pas bon à l'école. Cela ne veut pas dire qu'il est mauvais. Il n'est pas mauvais, c'est que l'école ne l'intéresse pas. Il a d'autres talents à vendre. Résultat, on lui a donné l'opportunité de travailler en tant que mécanicien. 10 ans après, il est devenu expert. Il a sa famille, il gère une entreprise, il gère sa petite famille. Mais parallèlement, un jeune à qui nous avons investi, on lui donne de l'argent, on lui donne une bourse, on lui donne des conditions de travail, on paye les enseignants. Ce jeune ne paye pas d'impôts et ce jeune est là pendant une dizaine d'années à étudier, mais il n'est pas productif. Donc, si ce jeune, à un moment donné, a envie de sortir du parcours et de fructifier ses talents, il faut l'encourager. Mais la mécanique, ça s'apprend aussi à l'école. Mais attendez, la majeure partie des mécaniciens n'ont pas été à l'école et ils font bien leur travail aujourd'hui. Ce mécanicien, aujourd'hui, a plus de mérite même que certaines personnes qui ont été à l'école et qui n'arrivent pas à vendre leur talent. Regarde un jeune qui a un master en communication. Il dit, moi, je cherche du travail, j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé. Mais le jeune qui a envie de fructifier ses talents, il cherche un atelier tout de suite, il va à la rencontre du chef d'atelier, il vend son talent et ça marche. Et donc aujourd'hui, tout est question d'aller à la rencontre de ce que tu veux. Par exemple, je donne un exemple très simple. Je suis en première année de communication, je peux commencer à vendre mes systèmes de communication que j'ai conçus moi-même à des organisations informelles, à des entreprises qui sont
dans le besoin d'utiliser mes talents de communication, et ainsi de suite. Donc, il faut aller à la recherche de cet aspect-là, de vendre ses compétences. De vendre vraiment ses compétences. Donc, c'est les clés. On peut commencer donc par les citer, puisqu'on est pratiquement à la fin de cet entretien. Donc, la principale, c'est d'abord identifier l'idée. On identifie l'idée en fonction de son environnement immédiat. Je donne juste un exemple immédiat. Je donne un exemple. Regardez les Blancs, comment ils ont investi l'Afrique. Les voitures viennent d'eux. Les téléphones portables viennent d'eux. Même les slips que nous portons viennent d'eux. Cela veut dire tous nos produits que nous utilisons au quotidien viennent d'eux. Et si on analyse l'historique du point de vue de la créativité, nous, on est créatifs. Et ils utilisent nos ressources, ils les transforment, ils nous les revendent à des prix assez coûteux. Donc finalement, tout est question d'analyse et d'observation de l'environnement immédiat pour en déduire. Donc, il faut observer l'environnement. Il faut l'analyser. Il faut se préparer aussi. Voilà. Si on ne se prépare pas, aujourd'hui le Bénin a mis en place un plan pour apporter un soutien de taille au niveau de l'entrepreneuriat avec l'organisation, la formalisation. Oui. Mais si l'individu n'est pas préparé lui-même, il ne peut rien faire. D'abord, la préparation soi-même, avant même de miser sur l'État. Merci beaucoup à vous, Ibrahima Théo Lam. Vous êtes entrepreneur, consultant, formateur et chargé d'enseignement dans le supérieur aussi en France et en Afrique francophone. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir nous offrir ces quelques clés que je pense vous êtes utiles. En tout cas, ces clés me sont utiles, moi. Alors, à très bientôt. Merci. On se retrouvera, pourquoi pas, sur ce plateau encore pour détailler, entrer et faire découvrir, pourquoi pas, beaucoup d'autres de vos ouvrages sur ce plateau. Le grand rendez-vous qui continue et qui s'en va chez les culturels. À présent, pour parler du financement public, j'allais dire, du secteur de la culture au Bénin. Regardez. Ce qui a d'abord constaté, c'est le nom. Avant, nous disions Fonds d'aide à la culture. Maintenant, c'est Fonds des aides de la culture. Ensuite, vous allez constater également que dans le conseil d'administration, le nombre qui était à 15 est venu à 7. Et les acteurs qui étaient majoritaires, ils n'ont que 2 représentants sur les 7. Donc, il y a 5 administratifs et 2 représentants des acteurs culturels. Et là encore, vous allez constater également qu'il y a 2 représentants du président de la République qui siègent au conseil actuel. En dehors de tout cela, avant, c'était les administrateurs qui pouvaient donner la subvention en tenant compte des dossiers. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, il y a un comité ad hoc d'experts qui choisit les dossiers qui peuvent être subventionnés et le directeur, en fonction du budget qu'il a à sa disposition, alloue la subvention. Ce n'est pas encore ce que nous attendions. Mais déjà avec les réformes actuelles, je pense que c'est mieux qu'hier. Aujourd'hui, nous pouvons dire que si un acteur culturel reçoit sa subvention, il peut en disposer valablement. Il n'a plus une pression derrière. La deuxième chose, c'est que il n'a pas besoin de supplier un administrateur avant d'avoir sa subvention. Mais on ne peut pas allouer à 100% parce que des gens font des projets jusqu'à 20 millions, mais on ne peut pas donner les 20 millions. Le fonds donne ce qu'il peut. Merci beaucoup à Jennifer Sativi, qui est allée rencontrer, bien sûr, Gaston Egedji pour nous, qui est l'un des administrateurs au niveau, bien sûr, du Fonds des Arts et de la Culture. On revient en plateau avec Pakob Alomakwe, qui est gestionnaire de patrimoine. Il est aussi journaliste culturel. Pakob Alomakwe, en 2015, vous aviez sorti un magazine et avec grand titre, le magazine Patrimoine Tourisme Mag, qui signait comme titre « Le financement de la culture ». Oui. Alors, quand j'ouvre vraiment ce magazine, alors je lis déjà des acteurs culturels sous perfusion financière
continue. Point d'interrogation. Est-ce que vous avez senti, après donc avoir écrit cet article, que quelque chose a changé? Il y a une modification, il y a une efficacité dans le financement public de la culture au Bénin? Oui, merci. Oui, il y a eu des modifications. Mais parler d'efficacité, oui, c'est problématique. Voilà, parce que lorsqu'on parle d'efficacité, c'est lorsque les objectifs fixés au départ et les actions menées permettent de régler ou de résoudre les objectifs ou d'atteindre les objectifs avec un peu plus de résultats plus pertinents. Okay. Nous ne sommes pas encore dans le cas, mais on espère qu'avec l'évolution des choses, en 2019, on aura cette efficacité. Voilà ce que je peux dire par rapport à la première question. Par rapport à la première question. Alors, donc, des acteurs culturels sous perfusion financière continue. Pourquoi vous vous posez cette question-là? Oui, c'était en 2016. Ça dit que les acteurs culturels devraient aller eux-mêmes chercher le financement. En 2016, avant l'avènement du nouveau départ, c'était une question d'assistanat, je vais dire à la limite, par le financement culturel public. On assiste les artistes. Et c'est pourquoi le mot aide a été changé, vous avez compris, dans les réformes, par A au lieu de dire aide. Okay. Donc, on était dans une démarche subventionniste qui consiste à assister les artistes. Alors aujourd'hui, ce n'est plus une subvention, vous voulez vous dire? Oui, on ne peut pas éliminer la subvention parce que justement, dans le déploiement ou la mise en œuvre d'une politique culturelle, la subvention s'impose puisque c'est une question, c'est une obligation, je vais dire, aux engagements que l'État béninois a pris devant les instances internationales comme l'UNESCO, où il était clairement dit dans plusieurs conventions que l'État est le premier, je vais dire, financier, pourvoyeur, promoteur du patrimoine culturel. Et pour promouvoir le patrimoine culturel ou la culture, oui, il faut qu'il y ait des ressources et c'est à l'État de mettre en place ces ressources-là. Voilà. Mais donc l'État est en train de jouer son rôle, vous voulez dire? Oui, l'État continue de jouer son rôle. L'État a toujours joué son rôle et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Maintenant, nous allons quand même réfléchir pour voir dans quelle mesure l'État peut efficacement jouer son rôle pour que tout le monde... Je reviens à votre article, quand vous voulez le dire ainsi. Subventionner, oui, mais responsabiliser, c'est mieux. Qu'est-ce que vous y mettez? En fait, subventionner, oui, subventionner parce qu'il faut accompagner, oui, mais il y a une obligeance, je vais dire une obligation, une nécessité de responsabilisation de l'acteur. Vous savez, n'importe qui ne peut pas prendre l'initiative d'entreprendre ou de réaliser un projet culturel. Parce que au-delà de ce que, oui, je suis artiste et donc j'ai droit à un financement de l'État, la question de la gestion de projets culturels n'est pas une chose facile et que tout le monde ne peut avoir les clés pour bien gérer. Et donc on ne peut pas être créateur et en même temps courir derrière les subventions pour financer. Et vous voyez, donc, il faut quelqu'un pour manager. En principe, et c'est ce qui se fait dans les pays où les choses se passent de façon sérieuse. Vous savez, ici, les artistes ne peuvent, mieux vaut que l'artiste reste dans son couloir, qui est la création, voilà, la production des œuvres, etc. Oui. Et que maintenant, on met en place des collaborateurs de l'artiste qui, eux, travailleront sur la question de management, la question de promotion, la question de positionnement des œuvres créées par l'artiste sur le plan national ou international. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qui manque. Et c'est ce qui continue de manquer malheureusement. Et c'est ça qui fait qu'on ne sent vraiment pas l'efficacité de ce fonds. Oui, vous voyez, parce que justement, on injecte les ressources et parfois ceux qui gèrent sont des gens qui manquent d'un certain nombre de tact, de techniques et de subtilité pour pouvoir mieux organiser, mieux gérer les projets. Et finalement, vous voyez, et lorsque vous donnez 100 francs à un économiste ou un gestionnaire, il peut multiplier ces 100 francs en 1000 francs. Mais lorsque vous confiez de l'argent comme ça à un artiste, il utilisera de l'argent pour créer les œuvres et c'est maintenant à une autre personne de prendre l'œuvre pour pouvoir multiplier et gagner des ressources. Voilà la situation. Mais je voudrais insister et revenir sur un certain nombre de points par rapport au débat actuel. Oui. C'est que la bonne gestion ou l'efficacité du financement du secteur culturel dépend d'un certain nombre d'éléments. Le premier élément, c'est lié à ce que je peux appeler l'orientation politique remise ou confiée à la culture. Vous savez, et dans l'orientation politique, je peux retenir 3 grands éléments. Oui. On peut confier à la culture le rôle ou une fonction de distraction, donc ludique.
on peut confier à la culture le rôle de protection du patrimoine culturel à travers ce qu'on appelle sauvegarde et puis conservation. On peut aussi confier à la culture le rôle de matière première pour produire et créer de la richesse. Lorsque nous nous retrouvons dans ces 3 champs, il est question alors maintenant de prendre les financements et en fonction de la vision établie, répartir les ressources disponibles à ces différents c'est-à-dire dans l'orientation ludique, oui, protection du patrimoine et l'orientation utilisation économique de la culture. L'idéal, à mon humble avis, c'est qu'on puisse donner plus, je vais dire, de marge aux deux dernières orientations, c'est-à-dire la protection et puis l'économie. Parce que justement, le caractère ludique est un caractère d'absorption. Ça absorbe, mais sans ce qu'on entend au niveau des économies, ce n'est pas retour sur investissement. Il n'y a pas le cash qui revient. Voilà. Par exemple, on organise, je choisis par hasard, le festival qu'on appelait Urban Music, etc. Oui. On a investi des millions dedans, mais il n'y a pas de retour, puisqu'il n'y a pas eu de tickets vendus, il n'y a pas eu. Mais par contre, donc c'est pour, à un moment donné, l'État a dit, bon, le pays, il y a trop de murmures, les gens semblent, donc il faut faire rire les gens, il faut donner d'autres sentiments aux gens. Donc, par contre, on initie des activités du genre. Ça aussi, c'est un rôle de la culture. Oui. Et qu'il faut financer, qu'il ne faut pas occulter. Bien sûr, et voilà. Je l'ai dit. Maintenant, après ça, il y a la question de sauvegarde. C'est-à-dire que lorsqu'on amène, par exemple, les artistes urbanistes, qui font de la musique urbaine, de produits, etc., il doit y avoir un travail de collecte d'informations et de traitement de ces informations pour rendre le patrimoine national béninois, pour enrichir, je vais dire, le patrimoine national, pour dire, à un moment donné, on a travaillé, il y a eu des artistes qui font de la musique urbaine, etc. Et donc, il y aura de la documentation et alimenter le patrimoine culturel. Ce travail ne se fait pas souvent, malheureusement, et c'est ce qui est recommandé, puisque, de toute façon, la génération actuelle a hérité le patrimoine laissé par nos ancêtres, et cette génération doit produire son propre patrimoine pour maintenant le transmettre à la génération future. Et pour ça, le financement doit être disponible pour accompagner les activités du genre. Le deuxième aspect, c'est la question de financement économique. À ce niveau, il faut que l'artiste ou les entrepreneurs culturels s'inscrivent dans la démarche de l'entrepreneuriat culturel. Entrepreneuriat culturel, c'est-à-dire qu'on prend des ressources, on crée de la richesse autour, on exploite le secteur, etc. Et on produit de la richesse. Et cette richesse, on réinvestit. Et donc, voilà les orientations, à mon humble avis, qu'on devrait fixer dans la mise à disponibilité des ressources et la gestion des ressources. Est-ce que cela est pris en compte, bon, la réponse dans l'actuel système de fonctionnement du fonds des arts et de la culture? Je constate qu'il y a eu suffisamment de fonds mis à disposition pour la distraction, donc le caractère ludique des événements, le caractère gestion sauvegarde, ce n'est pas encore très affiché et puis maintenant le caractère économique, il manque encore. C'est vrai, on nous a parlé de fonds de bonification, mais malheureusement, à la reprise des activités du Fonds des arts et de la culture, ce n'est pas encore appliqué. Et donc, nous attendons. OK. On attend vraiment que donc, ces deux aspects-là soient pris en compte. Vous voulez parler donc en 2019. Côté protection, sauvegarde du patrimoine et en même temps le côté économique où on parlera vraiment d'entrepreneuriat culturel. Et comme ça, l'État aura beaucoup plus de motivation à continuer à jouer son rôle de financement. Bien sûr, et dans la gestion des financements disponibles, moi j'insiste et je le dis souvent, quand j'ai l'occasion de le dire, je le dis souvent à ceux qui sont responsables de la gestion de ces ressources, qu'il doit y avoir la prise en compte de deux éléments. Le premier élément, c'est ce que j'appellerais la diversification des sources de financement. Et pour ça, les dispositions existent déjà. Il faut, que l'État qu'on fasse ce que je peux appeler une implication des communes dans le financement des activités culturelles. Et donc, il va falloir que l'État puisse, par exemple, aider les communes à mettre en place des ressources pour ça, et maintenant de renforcer ces ressources, d'alimenter ces ressources avec des subventions pour que on puisse décentraliser le secteur. Le deuxième aspect, c'est la question du mécénat culturel.
c'est pas réglé chez nous. Et l'État seul ne peut pas subventionner. Il y a des entreprises qui font des affaires, qui font des chiffres. Il faut qu'on implique ces acteurs-là pour pouvoir accompagner le secteur. Merci beaucoup. C'est lourd comme sujet. C'est vraiment lourd comme sujet. Oui, on va y revenir sur un forum du jour très très prochainement. Merci à vous. Il est 19h45. Oui. Merci de préférer BB24 pour vous informer à toutes et à tous. Bonsoir, voici les titres de cette édition. La mode change et les femmes avec. Elles ont abandonné le port de 2 pagnes au profit du pagne unique. Est-ce le bon choix? Que faut-il y comprendre? Réponse dans ce journal. Vous êtes jeune et vous avez un projet de création d'entreprise, mais ne savez pas comment vous y prendre ni quelles sont les étapes importantes à suivre. La rédaction de BB24 vous donne quelques clés de réussite. La Gambie est fortement impliquée dans la dynamique Agir qui vise à éradiquer la faim à l'horizon 2030. Les résultats dans les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture sont encourageants. On démarre par une brève. Une administration provisoire est installée depuis ce matin à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. C'est une décision du gouvernement qui fait suite à la fin du mandat hier, jeudi 24 janvier à 0h, des organes actuellement en place. L'administrateur provisoire aura pour mission de finaliser la réforme statutaire et de faire tenir les élections consulaires conformément aux nouveaux textes qui seront adoptés. À cet effet, un comité de supervision de la transition a été également mis en place pour veiller à la bonne conduite des opérations dans le respect de la feuille de route établie. Je l'annonçais dans les titres, autrefois c'était un signe distinctif de la femme mariée ou fiancée. Mais force est de constater de nos jours que le port de 2 pagnes superposés disparaît de plus en plus au profit du pagne unique. Est-ce là une valeur culturelle qui se meurt? Réponse dans cet élément. Elle reste et demeure encore dans les habitudes de certaines femmes au Bénin. Le port de 2 pagnes superposés, une pratique par le passé, porteuse de messages. Je me comporte tel que ma belle famille me l'a enseigné dès que j'ai rejoint mon mari. Une femme mariée, avant de sortir, doit nouer 2 pagnes à la hanche, l'un sur l'autre. Donc quand elle sort, cela permet déjà aux gens de savoir qu'elle est une femme mariée et elle ne sera plus dérangée. Une femme au foyer doit nouer 2 pagnes pour sortir, ce qui permet de la différencier d'une femme célibataire. Quand elle se met en un seul pagne dehors, les hommes vont toujours penser qu'elle est un cœur à prendre, ce qui n'est pas toujours bien. Ces sexagénaires ont pris le pli depuis leur jeune âge, mais aujourd'hui, ce style a déserté les habitudes avec la jeune génération, encline à une modernité galopante. Je m'étonne même du fait qu'aujourd'hui, les jeunes dames mariées viennent au marché pour acheter 3 mètres de tissu, alors qu'avant, nos parents prenaient la pièce. Là, la femme coud 6, le papa coud et le reste est donné aux enfants. C'est une identité culturelle qui est menacée, remarquent certaines personnes convaincues de l'opportunité du port de pagne africain en double. Ils prônent d'ailleurs un retour aux sources. Les jeunes filles d'aujourd'hui sont en train de perdre les valeurs africaines. D'accord? Nous, en tant que nos mamans, quand on les voyait, en même temps, on sait que c'est des femmes au foyer, c'est des mamans. C'est-à-dire qu'elles mettent dans leur accoutrement déjà, elles donnent l'image de la femme africaine. Entre tradition et modernité, l'idéal est de trouver la panacée pour les alliés à travers la mode. C'est tout un patrimoine qui se vend et s'exporte. On ne va pas se fatiguer de sensibiliser, de toujours parler. Les mamans, les papas, c'est surtout à la maison qu'il faut enseigner les enfants, qu'il faut éduquer les enfants.
Pas tout vient de la maison. On doit tout faire pour revenir aux anciennes habitudes que nous ont laissées nos grands-parents. Les jeunes dames d'aujourd'hui doivent se conformer aux règles pour qu'on sache leur donner de la valeur. Je dirais à mes enfants, mes sœurs, mes mamans, que nous devions prendre soin de ce précieux cadeau que Dieu nous a donné. La femme est sacrée. Lorsque nous laissons tout en vrac comme ça, demain il sera difficile de se trouver un bon mari. Que savez-vous du processus de création d'entreprise? Eh bien, de nombreux jeunes entrepreneurs rencontrent des difficultés après avoir monté leur entreprise. Et pour éviter ces désagréments, il est important d'avoir les rudiments nécessaires avant de se lancer en entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'un plan d'affaires? En quoi peut-il être utile pour les jeunes entrepreneurs? Les réponses au micro de Edwige Agossou et de Lazare Migrant. Nous avons constaté que ces derniers mois, ces dernières années, particulièrement au Bénin, il y a un fort taux d'échec des startups, un fort taux d'échec de ceux-là des aspirants, des primo-entrepreneurs. Également, il y a une condensation sectorielle, sans que ces jeunes-là apportent une innovation, que ce soit en matière de packaging, que ce soit en matière de qualité du produit, il n'y a rien de tout ça. Donc on a constaté que c'est par manque de risque et également l'incapacité d'innover que nos jeunes aujourd'hui rentrent dans ce suivisme-là. Et également on a constaté que les incubateurs, les organisations qui sont dans la croissance aujourd'hui sont concentrées à Cotonou. Et donc ce programme permet en fait d'élargir et de permettre à ces jeunes-là qui sont à l'intérieur du pays, à 600 km de Cotonou, à 700 km de Cotonou, de s'approprier également de ces outils-là, se déplacer pour aller vers eux, leur donner des formations de renforcement pour pouvoir leur permettre de minimiser le risque d'échec qu'ils rencontrent souvent au sein de leur entreprise ou du moins qu'ils rencontrent lors du démarrage de leur entreprise. Donc c'est l'objectif global de ce manuel qui est une composante afin de lui permettre de mieux se lancer pour ces primo-entrepreneurs et également pour ceux qui sont déjà en entreprise, s'ils doivent lancer des projets de croissance au sein de leur entreprise, savoir sur quelle base aller, quels sont les piliers sur lesquels ils vont partir afin de pouvoir mieux gérer les services, mieux gérer les produits au sein de leur entreprise. En nouvelle brève, sur le plan continental, le Kenya a entamé des discussions avec des banques internationales pour changer certaines d'entre elles de piloter l'émission d'un eurobond qui va servir à financer le déficit budgétaire de l'exercice 2018-2019. Selon des sources bancaires, la taille de l'opération s'élève à 1500 milliards de francs CFA. Et déjà, un certain nombre de banques ont manifesté leur intérêt pour l'opération et ont même présenté leur capacité technique à aider à couvrir partiellement le déficit budgétaire. La Gambie est active et engagée dans la dynamique Agir visant à éradiquer la faim à l'horizon 2030. Dans cette optique, le pays met en œuvre plusieurs projets de développement du secteur de l'agriculture et de l'alimentation. Les résultats sont encourageants. Suivons plutôt. Lancée en décembre 2012 à Ouagadougou, l'Alliance globale pour la résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest est un cadre favorisant plus de synergie, de cohérence et d'efficacité au service des initiatives de résilience dans les 17 pays ouest-africains et sahéliens. À ce jour, 10 pays ont adopté et commencé la mise en œuvre de leur priorité résilience pays, appelée aussi PRP Agir. La Gambie fait partie de ces 10 pays les plus avancés en la matière. Pour autant, la situation alimentaire et nutritionnelle reste préoccupante dans plusieurs zones du pays. Nous dépendons des pluies pour nos cultures, ce qui est le cas de 80% des agriculteurs.
Il y a beaucoup d'agriculteurs, mais il faut définir lesquels d'entre eux ont accès aux technologies, qui peuvent accéder à des sources alternatives d'eau. Aussi, à cause du climat, il y a des périodes en Gambie, comme dans d'autres pays, où on a eu des vers légionnaires qui ont saccagé toute la récolte, suivi ensuite de périodes de sécheresse. La maîtrise de l'eau reste un grand défi en Gambie. Pour y faire face, le pays a mis en place dès 2015 le FASDEP, le projet de développement du secteur de l'alimentation et de l'agriculture. Le périmètre maraîcher de Sukuta est l'un des 168 que compte la région de la côte ouest de la Gambie sur les 484 du pays. Il a bénéficié du projet FASDEP dans le cadre de l'appui au développement des périmètres maraîchers. Cet espace qui s'étend sur 15 hectares fait vivre 435 femmes. Et en cette période de saison sèche, c'est le système d'irrigation solaire mis en place par le projet qui facilite la culture de légumes comme la tomate, la salade, l'oignon, le piment, entre autres. Tout d'abord, on nous a construit une clôture. Les enfants ne peuvent pas entrer dans les champs. Avant, quand nous travaillions, ils entraient, de même que les vaches, les moutons. Et nous étions là du matin au soir pour les chasser du champ. Mais quand ils sont venus nous aider, tout cela a changé. Ils nous ont aidés avec l'eau aussi. Ce n'est pas assez, mais c'est mieux, beaucoup mieux. Parce qu'avant, il y avait seulement quelques femmes qui venaient travailler ici. 99% des personnes concernées par ce projet sont des femmes. Il a aidé à augmenter leurs revenus et à améliorer la nutrition. Pendant la période d'intervention du projet, nous les avons formées dans les différents aspects de la production afin qu'elles augmentent leur productivité et nous les avons aidées en créant un lien avec d'autres acteurs à l'extérieur au niveau des marchés. Aujourd'hui, les responsables du projet sont engagés dans le transfert de technologies. C'est tout pour ce 19h45. Merci pour votre aimable attention. À bientôt. Allez, merci beaucoup à vous, Ulvaïs Balogun, pour le journal. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, même si ce sera au boulot ici à BB24. Alors, avec vous, chers téléspectateurs, nous allons continuer le grand rendez-vous. La suite, ce sont donc vos commentaires sur la question de la semaine et c'est sur l'ActuWeb. À présent, vos commentaires sur la question de la semaine, elle est la suivante. Que pensez-vous de la sensibilisation sur le respect des couloirs de passage sur nos routes? Que pensez-vous de la sensibilisation sur le respect des couloirs de passage sur nos routes? Et c'est Adonis Bohon qui est allé donc collecter vos commentaires pour nous, chers téléspectateurs. Bonsoir d'abord, Adonis. Bonsoir, Sion. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. On est en fin de semaine. Oui. Et les téléspectateurs, les internautes ont répondu donc à notre question de la semaine. Mais oui, bonsoir, chers téléspectateurs. Nous avons eu beaucoup de commentaires sur nos réseaux, différents réseaux. Et nous remercions déjà les internautes qui contribuent en donnant leur réponse à nos préoccupations. Nous commençons d'abord par Aboudou Rahman Dossa, qui estime que c'est un bon boulot et un grand chapeau, et qui est un grand chapeau à tous ces policiers et leurs chefs. Ah oui, hein, c'est un bon boulot. Un bon boulot. Ça réduit certainement les cas d'accident. On peut le dire. Par contre, Geronimo Tossou estime que c'est trop étriqué, les couloirs des motocyclistes. Il est trop restreint, les couloirs des motocyclistes. Oui. Mais il faut cependant respecter le code de la route. Oui. Ah oui, c'est vrai. C'est étriqué. Il faut trouver une solution. Il faut agrandir le couloir de passage des motocyclistes. Et pourquoi pas, on continue toujours à respecter le code de la route. D'accord, c'est compris. Hein. On y va avec Wessou, Atinéou, Grégoire. Oui. Pour lui, le nécessaire d'abord à faire, c'est de doubler d'abord les voies avant de commencer. Doubler les voies. Doubler les voies. C'est-à-dire qu'il faut casser les maisons au bord, d'abord des actuelles voies, voilà. Créer beaucoup plus d'espace. Là, on va les doubler. Bon, d'accord. Il faut d'abord doubler les voies avant de commencer n'importe quoi. C'est pas grave. Oui. Mais nous allons continuer en tout cas de respecter le code de la route. Il y a Saint-Aniou. Oui. Moi, j'ai eu à observer dans la semaine le déroulement. Il faut comprendre que c'est juste un plan pour déranger les usagers des routes. Wow. Par exemple, du feu de Kadjeon au carrefour Pasteur,
ils obligent les gens à prendre par une piste cyclable qui n'existe d'ailleurs pas. Car au finish, on passe toujours par la voie goudronnée. Ouais. Nous n'avons pas de voie au Bénin pour qu'une telle chose se déroule dans de bonnes conditions. Ah ouais, ben, il a peut-être raison. Hein. Il a aussi raison. Oui. Donc, ceux qui parlent de dédoubler les voies, ils ont pas raison. Il va dans la même optique que... Oui. Eman Akaba, le couloir de passage est l'espace réservé à chaque usager de la route pour éviter les accidents. Le code de la route nous renseigne plus, mais force est de constater que bon nombre ne maîtrisent pas ce code. Chacun y va de son gré et bonjour les dégâts. Respectons le code sur nos routes pour notre bien-être. Ok. On ne va pas commenter les commentaires. Martin Douté. Le respect des couloirs de circulation est une bonne conduite qui permet d'éviter les accidents. Mais force est de constater que bon nombre d'usagers ne respectent pas ce code de route, soit faute d'ignorance ou faute de délinquance. Lui, il invite donc la police républicaine à prendre des mesures idoines qui vont contraindre chaque usager au respect du code de la route. Oui, au respect du code de la route. Je pense que, bon, ça se passe aussi. Hein. Ah, oui. On voit déjà les motos qui sont saisies par-ci, par-là. Toute cette semaine, au niveau de Kadiaron, j'en ai vu plusieurs reprises. Ce n'est pas seulement la saisie des motos. Ce qu'il y a derrière, là aussi, là, c'est encore une autre casse-tête. C'est encore une autre casse-tête. Ascension fœtus locaux qui pensent qu'il est obligatoire pour chaque citoyen que nous sommes de respecter les couloirs de circulation. Mais la remarque faite est que nous conduisons un peu maladroitement sur nos routes et il serait bon que nous nous adaptons au code de la route. Au code de la route. Toujours le code qui revient. Le code qui revient. Kozak Deyo, seuls ceux qui n'ont pas envie d'évoluer ou de changer de mentalité trouvent mal cette mesure. Moi, j'applaudis. J'applaudis. D'accord. Non, on évolue. Aboubaki, le bourgeois, lui, il a circulé un peu, je circule un peu partout en Afrique de l'Ouest. Et c'est seulement au Bénin qu'on peut assister à cette comédie avec nos routes très rétrécies. Au lieu d'élargir les voies, on veut faire de la morale aux usagers. D'accord. Nelson Zoumahou, il faut qu'on cesse d'arnaquer la paisible population. Il n'y a pas de route bitumée au Bénin. Et c'est en ce moment qu'on nous oblige à adopter une loi. La question que moi, Zoumahou, je vais poser aux journalistes et aux gouvernements, quand on arrête ces motos, l'argent qu'on s'occupe de la population sert à quoi? Pour développer le Bénin, ce n'est pas de cette manière qu'il faut procéder. J'appelle les autorités de ce pays à se maîtriser. Ok. Lui, en fait, il a allé au-delà de, comme je le disais, de la saisie de la moto, ce qu'il y a derrière. Il est vraiment fâché. Les amendes. Il se demande même, les amendes, on en fait quoi? Oui. Ah ouais, ça c'est vrai, hein, on leur prend de l'argent, on se dit, votre moto, on vous prend de l'argent, vous payez des amendes et tout. On fait quoi avec? Ah oui. Bon, c'est une question aussi. Hein. Pour Attiné au Grégoire, vraiment le problème est trop touchant au Bénin. On a un sérieux problème de circulation. Et c'est à cause de la non-assurance du rôle de la police républicaine. Surtout en ces périodes de coton, les gros cotons occupent toute la voie et empêchent les petits véhicules et même de deux roues de dépasser. Et malgré les réformes qui ont été prises pour la sécurité, on assiste toujours à des cas d'accidents dans le pays et c'est dommage. Moi, je trouve en tout cas bien cette initiative. Si cela pouvait être étendu sur toute l'étendue du territoire, ça ferait du bien. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de commentaires hein, oui. De la part des téléspectateurs, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations aussi. Ouais. Je pense qu'ils nous suivent aussi, hein, les autorités de la police républicaine à divers niveaux aussi, pour satisfaire à ces interrogations-là. Ce sera certainement pas à nous de le faire. Bon, nous allons terminer. Il y a aussi d'autres... Oui. Nous allons aller sur le commentaire de Sylvain Dansou. Oui. Qu'il faut également une sensibilisation concernant les panneaux stop. Au-delà des couloirs de circulation, lui veut que cela soit étendu aux panneaux stop. Ok, c'est très important. Ah oui. A-t-il ajouté? Nous allons finir par Étienne Zohou, qui remercie la police républicaine pour tout ce qu'elle fait pour assurer notre sécurité. Cette affaire de serrer le couloir droit s'applique seulement sur les chaussées à au moins 3 couloirs de circulation. Et à la phase de répression, ces policiers vont faire preuve de zèle et bonjour les dégâts. Et bonjour les dégâts. Ça, c'est le commentaire de Étienne Zohou. Oui. D'accord. Merci à tous nos téléspectateurs, les internautes qui ont répondu donc à la question de la semaine, qui répondent depuis environ 3 semaines déjà. C'était la 3e question de la semaine qu'on a eue. Donc on aura la 4e lundi avec Agnat Bello. Merci à vous, Adonis Boum, pour la collecte. Et on se dit à lundi. À lundi. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Restez toujours en notre compagnie, puisque avant de partir, nous allons jeter un coup de regard sur le tableau météo.
Allez, merci beaucoup d'avoir passé cette semaine du grand rendez-vous en notre compagnie, mesdames et messieurs. Bon week-end. Oui, passez ce week-end avec un seul mot dans la tête, modération. À lundi 19h.